La cicatrice intérieure à ta nord. La cicatrice intérieure à ta nord. La cicatrice intérieure à ta nord. Passion. La cicatrice intérieure à ta nord. Passion. Le voyage à l'un des morts. La cicatrice intérieure à ta nord. Haute solitude, un chemin, La cicatrice intérieure à ta nord. La cicatrice intérieure à ta nord. Passion. La cicatrice intérieure à ta nord. La cicatrice intérieure à ta nord. haute La cicatrice solitude, intérieure à ta nord. La cicatrice intérieure à ta nord. haute Passion. solitude, un chemin, La cicatrice intérieure à ta nord. haute Cicatrice solitude, intérieure à ta nord. La cicatrice intérieure à ta nord. haute solitude, un chemin, Passion. solitude, un Cicatrice intérieure à ta nord. Cicatrice solitude, intérieure à ta nord. haute solitude, un chemin, solitude, un chemin, La cicatrice intérieure à ta nord. Cicatrice intérieure à ta nord. La cicatrice intérieure à ta nord. La cicatrice intérieure à ta nord. solitude, un chemin, La cicatrice intérieure à ta nord. haute solitude, un chemin, La cicatrice Bon, intérieure. on défendait une passion, on peut dire 5 mots sur une passion. Oui, ça me semble. Bah, parce que on peut dire, mettons, si ça tombe sous les yeux de Jean-Luc Godard, ce petit livre là, on veut faire, que Gérard a l'intention d'écrire. Normalement, s'il ne se fait pas écraser par une voiture, il existera. On peut lui dire à Jean-Luc Godard que c'est un très beau film et que il a encore une autre fois inventé une autre manière de faire du cinéma. Puis il a été très courageux d'être un des premiers qui a attrapé une caméra depuis le 10 mai, parce que nous on est très fatigués, on n'a pas attrapé de caméra. Et sinon, alors, il y a une chose c'est très bien, alors, le passage qu'on trouve les plus beaux, les plus compréhensibles, par exemple, comme on est des gens qui sommes de la génération suivante, moi je trouvais le plus beau quand Laszlo il expliquait qu'il n'irait plus jamais à l'Est, à son copain polonais. Je trouvais quand le vieux disait en général les pauvres ont raison. Et puis quand Anna Shigula regardait son image sur l'écran qui était à côté d'elle quand elle était assise, ça me paraissait très bien. Et puis sinon le fait de commencer à faire des discours amoureux aussi pour s'amuser, comme pour l'arrestation dans l'usine, c'est très bien aussi de rétablir la moralise, comme ça, qu'on puisse raconter ce qu'on veut et ce qui nous passe par la tête. Comme les choses tiennent à l'absurde, quelque part, c'est très bien de pouvoir noter qu'elles tiennent à l'absurde et qu'on ne les comprend pas. C'est comme dans le temps, dans une interview, j'avais lu par exemple toujours aucun renseignement sur la Chine, vaut mieux pas en parler, c'est un peu fait comme toujours aucun renseignement sur la France, vaut mieux pas en parler. Et puis sinon, de s'associer à nos amis qui sont de droite classique, et puis en même temps, de temps en temps, de faire attention à nous seuls, parce qu'on a moins d'argent aussi, c'est très intelligent, faire les deux, par exemple. Et de montrer qu'on leur en veut pas, mais on était en train de discuter avec Gérard, ça nous paraissait pas évident qu'ils acceptent le film comme ça, parce que ils sont un peu, ils sont salis, un peu comme Céline, et puis je veux dire, ils n'acceptent pas d'en parler. Alors que nous, on est simplement un peu blessés physiquement, et je veux dire, on ne trouve pas que c'est bon pour ça, et on ne trouve pas que ce qu'a fait Céline était plus irréprochable que ce qu'a fait Camus. Pour nous, c'est exactement pareil dans notre génération. Comme quand la boussole est affolée, comme elle était pendant 12 ou 14 ans, la boussole est affolée, c'est tout. Ah, sinon, avec Gérard, il y a une chose qu'on a vue que peut-être Jean-Luc devrait voir, c'est Saute ma ville de Chantal Akerman. C'est le court-métrage qu'elle a fait quand elle avait 18 ans. Ça, c'est quelque chose qu'on a trouvé très bien la dernière fois. C'était dans l'institut d'art et d'essai, elle était venue parler après les courts-métrages. Et ils l'ont montré, et ça c'était assez rare quand même, parce que nous on a commencé à travailler beaucoup plus jeune dans notre génération. Et ça c'était le film, qui emportait la preuve que même les femmes avaient commencé à travailler beaucoup plus jeunes. Puis sinon, moi je trouvais, alors ça c'est personnel, mais je trouvais qu'on n'avait pas assez parlé des gens qui s'étaient suicidés dans notre entourage. Je trouve que c'était plus difficile d'en parler dans des œuvres, parce que c'est des choses qu'on porte avec soi pendant quelques années, mais
dans les interviews, on peut peut-être dire par exemple que quand même des artistes qui soient de droite ou de gauche, c'est quand même eux qui nerveusement déroulent le plus, ou alimentairement déroulent le plus dès que les pouvoirs sont mauvais pour l'art, comme ils l'ont été les 2 septennats précédents. Je relisais là le débat à Digne en 75. Tu disais que l'art est inutile. Oh, maintenant c'est vrai, j'ai pensé à ça tout à l'heure quand je pensais qu'on allait faire une interview. Je pensais maintenant je peux dire l'inverse, je peux dire que l'art est utile maintenant. C'est parce que simplement on s'est repris un peu d'espérance d'une vie ordinaire et agréable. Et surtout quand on voit une passion, justement, moi je trouve que une passion c'est un film très 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 utile, quoi. Et qui est très très solide, quoi. C'est comme avoir... c'est un remontant, c'est très agréable. Mais déjà, sauf qu'il peut la vie pendant... Enfin, nous, on n'arrivait pas à faire dans notre génération des films qui nous montaient beaucoup le moral. C'était juste un peu... parce qu'on est trop des esthètes, et puis qu'en plus, on n'est pas très cultivé historiquement. C'est-à-dire, on confond un peu l'art, l'histoire et la politique. Mais... par exemple, sinon, maintenant, je commence à concevoir des choses... d'une manière un peu différente, quoi. C'est l'histoire du changement. C'est un changement de point de vue, en fait. Enfin, c'est pas nous qui avons changé de point de vue, c'est les Français qui ont été forcés de changer de point de vue, par le fait qu'il y avait trop de morts, je pense, simplement. Donc ils ont laissé des gens qui pensaient autrement commencer à s'exprimer. Et petit à petit, si on regarde la télévision maintenant, par exemple, très souvent il y a des choses très intéressantes, puis ça devient utile. C'est utile dans la vie intime et tout ça, c'est moins une aparté extraordinaire comme ça, pour parler d'autre chose et pour essayer de penser à autre chose. Non, maintenant, normalement dans notre génération, enfin, les gens ils devraient pouvoir commencer à arriver à vivre par l'art. Avant on vivait uniquement pour l'art, tout ça c'était complètement... C'était arrivé au fétichisme comme ça, des œuvres d'art, c'était arrivé à l'absurde, puis comme on s'en tenait là, parce qu'on n'avait pas trouvé une autre solution. Par exemple, si on veut arriver à élire un jour dans la génération quelqu'un comme Michel Rocard, par exemple, il faut bien qu'un jour on l'écrive sur un bout de pellicule, ne serait-ce que pour être sûr que c'est ça qu'on pense au moment précis de l'interrogation écrite que comportent les élections. Il y a très peu de gens qui avaient des cartes de vote dans notre génération, mais le jour où il faudra élire Michel Rocard, par exemple, il faudra bien qu'on se l'écrive sur un bout de pellicule. Ça, on s'en est rendu compte. On ne s'en est pas très bien compte comment le fait d'écrire des idées sur sa servette consomme. Je pense que c'est utile pour ces choses-là, puis c'est utile aussi pour faire le point et dire ce qu'on pense aux gens autour de soi, puis aux gens qu'on ne connaît pas, quoi. Parce que dans la mesure où on ne peut pas, enfin, on sort d'une vie fragmentée maintenant, on peut peut-être retrouver une vie... Enfin, Gérard et moi, on discutait qu'on n'avait pas lâché l'intégrité, qu'on avait préféré lâcher un peu notre santé et conserver notre intégrité, et d'autres amis ont lâché un peu leur intégrité et conservé leur santé, et en même temps, ils nous ont été utiles puisqu'ils nous ont protégés. Pour nous, ça revient exactement au même, c'est-à-dire il n'y a pas, à l'intérieur de nos clans, il n'y a pas de gens qui fait une mauvaise façon, mais enfin je pense que de toute façon on ne peut pas faire... l'art c'est une toute petite chose, pas, enfin moi je pense que c'est pas une chose... le cinéma c'est une toute petite chose, c'est une chose qui est un peu mis en exergue comme ça dans notre civilisation, mais c'est une toute petite chose comme dans le degré des importances. Enfin moi je commence à le penser comme ça, je commence à penser qu'effectivement les gens comme les politiciens ont beaucoup plus de pouvoir que nous. Et peut-être c'est ça qu'il faudrait encore établir, qui n'est pas assez établi, soit dans les écoles. C'est que normalement il faut écouter autant, il faut croire autant les livres de Charles Baudelaire que les livres de Jaurès ou des choses comme ça. C'est-à-dire il faut que les artistes soient quand même plus pris au sérieux et qu'on ait le droit de se tromper. Parce qu'il vaut mieux tout dire et se tromper ça et là que rien dire et d'inventer un échappatoire. Et
part ça, pour ce qui est de l'utilité de l'art, si c'est utile même dans la vie intime, parce que ça permet de faire le point sur soi-même et par exemple dans mes derniers scénarios, mes derniers films, par exemple, je commence à mettre beaucoup des lettres d'amour dans les rapports que j'ai avec les femmes. Quand il y a des lettres d'amour, je les mets dans les films, par exemple, telles quelles. Ça m'est utile, par exemple, de manière à pas se laisser emporter comme ça par les changements d'état d'âme dans ce qu'on vit avec les gens et dans ce qu'on pense d'eux et ce que une fois qu'ils sont venus du passé, ce qu'il faut penser d'eux. Comme ça on garde ça laisse un peu la tête plus froide. Oui, mais ça utile dans sa vie, ça l'a toujours été, même pendant la traversée des 12 ans. Enfin, pour moi, c'est 12 ans, par exemple. Pour mon père, c'est 14 ans, par exemple. La maladie historique qu'on a vécue. Et, pourquoi c'est 14 ans? 14 ans, bah, je pense que c'est parce que moi je vois plus... je crois plus... bon, plutôt que le système, par exemple, socialiste, c'est le bonhomme Mitterrand, moi, qui me rassure. C'est pas mon père, ça doit être plus le système socialiste qui le rassure. Et moi, je crois plus que... Enfin, je sais pas si maintenant je suis rassuré, je crois que c'est plus sur le bonhomme. Moi, je crois plus à l'intelligence du bonhomme que à la vertu d'une théorie de système ou d'un système. Mais ceci dit, de toute façon, comme c'est les deux, parce que comme les gens qui sont intelligents fabriquent des systèmes sympathiques et des systèmes sympathiques sont simplement mis à jour par des gens intelligents. Enfin, moi, c'est pour ça que je dis j'ai plutôt l'impression, moi je crois pas comme la mémoire. Freud il dit qu'on a de la mémoire à partir du moment où on fait l'amour. Tout le monde pense qu'on a de la mémoire absolue, mais de la mémoire exacte, hein, j'entends de la mémoire exacte. Je pense qu'on a de la mémoire, on a la mémoire courte, hein, comme l'écrivait Varda, parce que je pense qu'on a, on peut pas avoir une mémoire exacte de la souffrance ou de ces choses-là. Alors donc c'est assez compliqué de souvenir, puis en plus c'est assez agréable, donc il ne faut mieux pas parler des moments où on a souffert, mais c'est le fait que ça a duré 12 ou 14 ans, c'est pas très important, c'est sur le fait le moment où a commencé la répression, le moment où Daniel Cohn-Bendit a été exilé en Allemagne par exemple, c'est vrai que c'est il y a 14 ans. Mais le moment où moi j'ai souffert, ça c'est vrai que c'est il y a 12 ans. Mais ceci dit, c'est peut-être subjectif, c'est-à-dire que les gens sont peut-être rentrés tous les uns derrière les autres dans la souffrance, jusqu'au 10 mai, psychologiquement, comme ça, où tout d'un coup ça a fait l'effet d'une super psychanalyse réussie à tout le monde, et où tout le monde s'est senti délivré, quoi, par le fait de divorcer du système capitaliste qui était simplement vieux, parce qu'il ne faut pas reprocher à nos grands-parents d'avoir été des capitalistes, c'est simplement parce que ça voulait dire autre chose, je veux dire. C'est plus ce que sont les choses que ce qui est les normes qui est important. Ouais, c'est toujours capitaliste maintenant. Le socialiste, par exemple, quand à la SRF ils disent qu'ils vont faire un pool ou tout ça, et que ça comprend à la fois le CNC et les banques et tout ça. Oui, non, c'est vrai, c'est toujours pour les moyens dans les moyens d'expression, c'est toujours la bourgeoisie d'argent qui a l'argent, ça c'est vrai. Mais dans la vie intime, quand même, il n'y a plus la ségrégation, il n'y a plus tous les gens qui ne pensent pas à la pensée du système sont brimés. C'est quand même, il y a quand même ce qui est gagné, je pense, maintenant, c'est la vie intime est gagnée maintenant. Peut-être pas l'expression. C'est pour ça que c'est très fort une passion de Godard, c'est parce que effectivement c'est très compliqué de se réadonner
à de l'art sans moyens ou de se réadonner au fait de conquérir des moyens. Mais dans la vie intime, les choses elles sont déjà gagnées psychologiquement, elles sont gagnées pour toujours si Mitterrand accepte de rester au pouvoir, ou si on arrive à élire quelqu'un comme Michel Rocard, ou comme il conseille de le faire dans son livre. Mais comment on peut arriver aux moyens, c'est beaucoup plus compliqué, c'est-à-dire c'est moins un problème de bonheur qu'un problème comme quand Jean-Luc dans un film il disait ce qu'il faut à la France c'est un pouvoir solide, par exemple, je crois que c'était en citant Saint-Just, on m'a dit ça, je crois, dans la scène du garage. Ce qui pourrait faire que ce pouvoir est solide, effectivement, ça serait qu'il faudrait qu'on conquiert les moyens. C'est pour ça d'ailleurs que c'est bien une passion, c'est parce que ça renforce ce qui fait notre bonheur. Et sinon, oui, effectivement, c'est vrai, parce que Chantal, la dernière fois, elle a dit qu'elle tournait un film avec 5 millions. Alors c'est vrai que c'est difficile d'acquérir des moyens du jour au lendemain, mais quand même, nous, notre génération, on est quand même très fatigués. Les intellectuels de notre génération, ils sont quand même très épuisés. Moi, je pense qu'on va mettre au moins 3-4 ans à vraiment sortir de notre grille, au sens de pouvoir tout d'un coup avoir d'inspiration et avoir envie de faire quelque chose. Et la génération de nos pères, elle court beaucoup plus vite que nous, c'est-à-dire que dès qu'elle a conquis quelque chose, vite, elle le protège, parce qu'elle sait, elle a vécu plus de fois l'horreur dans sa vie que nous, alors elle sait comme quoi c'est quelque chose qui n'est pas... qu'aucune chose n'est gagnée pour toujours si on ne s'en occupe pas. Et ça c'est vrai, c'est peut-être un tort qu'on a d'être très travailleur quand les choses vont mal et d'être moins travailleur quand les choses vont bien. Ça c'est un peu exact dans notre génération, par exemple. Parce qu'il y a moins l'idéologie du travail aussi. C'est-à-dire, quand Jean-Luc dit par exemple, les gens qui travaillent, qui trouvent que le travail ennuie sont les gens qui s'ennuient en général. En fait, c'est un peu toute notre génération. Ça, peut-être pour nous, c'est un peu un pléonasme. Ça ne résout pas l'histoire de l'idéologie du travail qui a beaucoup moins pris dans notre génération et qui est beaucoup moins importante dans les intellectuels de notre génération. Le fait de croire que le travail est le bonheur, nous on penserait plutôt que la vie intime c'est le bonheur, parce que c'est ça dont on a le plus manqué dans les gens de notre âge qui ont passé 30 ans, c'est ça dont on a le plus manqué, le fait d'avoir une vie intime existante. Parce que comme les 9/10 de notre vie ça a été le travail, de toute façon on ne peut pas dire comme ça du jour au lendemain qu'on aime bien travailler. C'est quand les choses seront rétablies dans une proportion inverse, que 1/10 de notre vie sera du travail, à ce moment-là peut-être on commencera à s'y amuser. Pour l'instant, on trouve plutôt que ce qu'on a fait, ce qui est arrivé, c'est une conséquence du travail, mais on ne dit pas que c'est parce qu'il fallait en passer par le travail, mais on ne dit pas que c'est pour... enfin moi je ne crois pas que c'est pour mener au travail, simplement. Alors que la génération précédente, elle est très forte du droit du travail, du droit au travail, toutes ces choses-là. Ce sont des problèmes qui se sont beaucoup moins posés dans notre génération, sauf quand on avait 16 ans. Comme ça, pendant l'espace de 2 ans, c'était un peu compliqué juste d'employer dans des professions, mais sinon le reste, c'était pas vraiment la question. C'était plus la question de la liberté d'expression, des choses comme ça. Enfin, sur la totalité du petit trajet que notre génération a déjà parcouru. Sinon tout le reste, ça me faisait pas sauter au plafond, ça me faisait sauter un peu au plafond. Mais mon père aussi est comme ça d'ailleurs, il veut absolument pas que j'achète un studio de peintre, il préfère que je tourne un autre film encore. Peut-être dans notre génération, il y a plus, pourquoi ça servirait un film de plus que dans leur génération où vite, c'est eux qui sont responsables des choses et qu'il faut qu'ils tiennent comme ça la situation exactement comme on est arrivé à la faire pivoter. Est-ce que tu es toujours d'accord avec ce que je disais à Digne? Je fais plus un cinéma désaliénant
qu'un cinéma libérateur sur le plan politique? Ah bah oui, parce que moi, mon maître, c'est Freud, de toute façon. Alors, c'est comme... moi, je crois plus, par exemple, qu'un cinéma, il devrait effectivement être plus utile, mais enfin... Par exemple, j'ai beaucoup aimé De la vie des marionnettes, de Bergman. Parce que, justement, au-delà du principe de l'identification qu'il y a dans tous les films, quoi, qui est l'histoire du show, c'est une des conventions du spectacle maintenant, ce qui me paraissait utile de développer, c'était l'histoire comme il y a dans les films de Jean-Luc, c'est-à-dire que les choses deviennent enthousiasmantes et donnent aux gens envie de vivre et puis de résoudre leurs problèmes plutôt que s'y enferrer. Et donc des films, puisque des psychanalyses réussissent, ça existe que la psychanalyse réussit pour beaucoup de gens, la plupart des psychanalyses, ou beaucoup de psychanalyses, ou des psychanalyses réussissent. Et donc on pourrait très très bien se servir du spectacle dans la même idée de parvenir au bonheur dans les rapports socio-amoureux, de manière à, en exprimant des contradictions ou des difficultés, ou des choses comme ça, dans les cycles affectifs et tout ça, on pourrait très très bien être utile aux gens. Par exemple, on n'a pas, par exemple, ça apparemment le socialisme de Mitterrand, ça a tout résolu excepté la question du suicide, si on regarde tout de suite en se retournant sur la précédente année. Et la question du suicide, c'est bien la question que se pose aussi la psychanalyse. Que Freud dit qu'il ne sait pas parce qu'il sait qu'il pense que ça va, c'est au-delà des mutilations, par exemple. Mais peut-être il y a quelque chose qui fait qu'on pourrait conduire les gens à s'approuver ou des choses comme ça dans les mises en scène. Et plutôt que d'essayer de leur exposer les contradictions théoriques et pratiques de la vie dans un pays vécu par soi, on peut aussi essayer d'extraire les contradictions intimes et personnelles du cœur des gens. Et oui, c'est pour ça que je pensais que c'était un cinéma désaliénant que j'essayais de faire, c'était pour ces raisons-là, c'était pour sur la question du couple, la question de l'absence de violence qui devrait être instaurée dans le couple moderne. Par là, il y a tout un travail qui n'a pas été fait, qui serait le travail de Freud et de Louis Lumière. Au lieu de prendre Freud et Marx, ce serait prendre Freud et Louis Lumière. Ça, c'est plus un terrain que moi je vais plus peut-être théoriser plutôt que je suis arrivé à le remplir, parce que c'est très très compliqué. Et puis en plus, comme j'ai pas le génie de Jean-Luc Godard, mettons, c'est juste j'arrive à comprendre une direction, que la psychanalyse c'est une science, alors que l'art c'est une chose qui est déjà beaucoup plus superficielle que la science, mais que si on lui apportait le passé théorique et pratique de la psychanalyse, peut-être il pourrait avoir d'autres vertus qu'il n'a pas encore, mettons, le cinéma. Oui, c'est pour ça, je dis par rapport au fait que je lis les livres de Freud en entier, en étant très attentif et en comprenant chaque phrase, ce qu'il a écrit, petit à petit, comme ça, dans ma vie. Je pensais qu'en fait, c'était pas complètement... Bien qu'on soit des gens beaucoup plus bordéliques que les savants, et qu'on ne sache pas très bien par où on commence et par où on finit, on peut quand même se dire, si on essayait d'avoir des éthiques amoureuses, des choses comme ça, plus que, mettons, dans le socialisme, il y a les droits de l'enfant, c'est une chose assez importante, par exemple. Ça, c'est une victoire simplement du Sénat socialiste des années 60, le droit de l'enfant, par exemple, en cas de divorce, et ces choses-là. Si on pourrait très bien faire les droits respectifs des époux et des choses d'une manière qui serait beaucoup plus intelligente que telle que c'est instauré aujourd'hui dans les couples, dans les relations. Sur la question
du péché de chair, par exemple, il n'y a pas de... En psychanalyse, il y a simplement trouve ton bonheur, et puis peu importe si la morale alentour voudrait te contredire, prends la direction de la rupture ou reste avec une femme, par exemple, ou un homme, si ça te rend heureux. Et le cinéma, par exemple, il pourrait très bien avoir être amoral aussi dans le enfin, ou pas se véhiculer la morale petite bourgeoise dans le secteur sexuel et amoureux, c'est-à-dire qu'il pourrait très bien essayer de noter les expériences qui mènent au bonheur à deux, plutôt que le constant trajet des débuts de la cristallisation et des rapports de rencontre qu'il y a constamment, avec l'idéalisation de la rencontre. Il pourrait très bien se préoccuper, le cinéma, au contraire, comment vivre avec quelqu'un, plutôt que quand j'ai rencontré quelqu'un qui est à peu près le seul sujet qui est traité du cinéma, si on regarde dans l'histoire d'un monde. Je veux dire, par exemple, c'est assez aride, parce que c'est comme, par exemple, Freud, il a rencontré d'énormes réticences à l'intérieur de la médecine, je suppose, c'est parce que justement, il préfère mettre une pratique de bonheur à la place d'une superstition religieuse. Mais là, sans doute pareil, si il fallait traiter, mettons, faut-il faire des enfants ou pas, si on en a envie, dans quel cas, est-ce qu'il faut être matériellement pourvu pour faire des enfants, ou comment réagir dans le cas du péché, par exemple, du coup, parce que c'est une chose importante ou pas, de l'un ou l'autre des partenaires ou les deux partenaires, est-ce qu'il faut, est-ce que la question du divorce, quelles sont les raisons profondes qui doivent nous faire penser et agir avec le divorce, qu'est-ce qu'est un bonheur tangible avec une personne, qu'est-ce qu'est un bonheur dangereux qui est trop devenu un idéal non vécu. Toutes ces choses-là, par exemple, le cinéma pourrait en traiter, puisqu'il a bien parlé, par exemple, de la garde des enfants, du droit de visite du père, tous ces choses-là. Il y a déjà beaucoup de films là-dessus, par exemple. Pourquoi tu dis que le cinéma pourrait en parler? Non, parce que ça c'est compliqué, parce qu'il faudrait jouer malgré les règles du succès actuel, c'est-à-dire que si on parle de divorce, par exemple, personne si on dit comme ça à peu le point, on imagine mal qu'un film qui s'appellerait Divorce ait du succès, par exemple. Ou ce qui a du succès jusqu'à maintenant, c'est l'histoire du trio. Mais dans l'histoire du trio, il n'y a absolument pas, il n'y a pas la psychanalyse de toutes. Il y a la psychanalyse il y a toujours la psychanalyse de deux sur les trois. Il n'y a jamais la psychanalyse du floué. C'est-à-dire que le cinéma, c'est quand même un art qui joue des tours. C'est pas vraiment quelque chose qui est profondément réfléchi et philosophique. C'est moins fort que la philosophie, le cinéma, par exemple. Puisque ça se joue depuis des années de l'excitation que provoque l'histoire du trio amoureux, par exemple. Et en fait, ça n'en dit absolument pas la douleur. Donc c'est pas psychanalytique, puisque il faudrait traiter dans l'histoire du trio, il faudrait qu'il y ait la psychanalyse des trois, mettons. Il faudrait qu'il y ait la psychanalyse des trois partenaires qui soit réussie. Et tout le temps, c'est l'inverse, c'est-à-dire c'est toujours c'est pas psychanalytique, quoi. Le cinéma, il est éducationnel, mais il n'est pas psychanalytique. Comment dans tes films protège l'enfant, il ne protège pas Comment ça apparaît, toi, dans tes films, la psychanalyse? Oh, ça apparaît très peu, mais ça apparaît un peu malgré moi. C'est-à-dire comme simplement, j'ai beaucoup tourné avec les personnes de ma vie intime, il se trouve que ça inscrit film après film, comme ça, différents trajets avec différentes femmes, où on voit effectivement se passer la rencontre, le début de la vie commune, tout d'un coup le péché de chair, ensuite
conciliation. Et puis petit à petit, mettons, le lieu du divorce dans les différentes manières de vivre. Mais c'est un peu malgré moi, c'est simplement en prenant comme pratique de toujours travailler avec les gens de ma vie que ça a marqué différentes étapes des parcours avec des femmes et qui en règle générale d'ailleurs n'étaient pas des femmes de cinéma, donc c'était pas ça transparaissait assez naïvement. À ce moment-là, si on peut voir quand même ça pourrait avoir des vertus pour peu qu'on s'en soucie avant. Je me suis dit, on ne sait pas. On ne sait pas si les psychanalystes sont plus heureux avec leurs femmes. Hein. Je pense qu'ils ont exactement, les psychanalystes, pareil, ils ont besoin d'un tiers qui serait le psychanalyste pour arriver à résoudre leurs problèmes. Mais ça pourrait être des choses qui soient plus. Qui mènent un équilibre plus de la vie intime plus agréable. Le psychanalyste pourrait être le cinéma, alors. Oui, puis en plus, ça fait penser, quand on jouait dans David des marionnettes, ça me faisait penser à une petite psychanalyse collective. C'était un peu froid, sans doute, comme rapport par rapport à la psychanalyse, qui est un endroit, qui est un rapport agréable. Ceci dit, comme le rapport de salle n'est pas une chose qui est désagréable, c'est une chose assez agréable dans une salle de regarder un film, on pourrait très bien transformer de temps en temps, parce qu'il ne faudrait pas non plus que ça devienne le pourquoi du cinéma, mais on pourrait très bien transformer certaines séances, de par les films, des films qui seraient prévus pour ça, en séances de petites psychanalyses de groupe qui ne seraient peut-être pas des vertus, on pourrait parler de la psychanalyse, ce serait des auto-analyses de groupe, dans la mesure où c'est un peu comme quand une auto-analyse, on pourrait dire c'est le texte de Freud dans les mains, une psychanalyse c'est de parler à un médecin, mais quand même le cinéma, enfin dans la nouvelle vague, ils ont un peu joué ce rôle quand même, un peu meilleurs que Marcel Segal, quand même, ils sont un peu meilleurs. On pourrait dire c'est un peu la même chose qu'ils ont été, mais sauf qu'ils ont été beaucoup plus sincères, ils ont beaucoup plus exposé leurs propres problèmes et tout, et qu'ils ont été beaucoup plus attentifs à l'autre génération, aussi bien qu'ils parlent des choses pas complètement dans le féerique et l'immatériel, ils parlent des choses assez pratiquement. Et moi je voudrais que ça soit encore plus pratique en fait. C'est-à-dire que les conduites soient très. Qu'on soit. Pas forcément qu'on soit dans le plausible tout le temps, mais qu'on soit dans le pratique. C'est-à-dire qu'il en soit sur des personnages qui sont inventés, qu'il en soit utile, voilà, que leur conduite soit utile. C'est-à-dire qu'en tel cas, mettons, si on est seul, par exemple, il y aurait des films qui seraient des films pour les périodes de la vie où on est seul, des films qui seraient pour les périodes de la vie où on est deux, des films pour les périodes de la vie où on se retrouve avec un enfant, des films pour les périodes de la vie où ben ça serait une chose qui pourrait être très bien envisagée, par exemple, qui serait pas... parce que si on envisage ça sur un point de vue de programmation, c'est un peu triste, parce que c'est un peu comme si l'art c'était joué malgré tout le monde, quoi. Puis qu'après on récapitule, puis on pense, puisque ça correspond à des moments d'amour ou des moments de solitude, vraisemblablement ça doit avoir des vertus de vie qui sont écrites, mais on ne sait rien parce que il y a peut-être plein d'erreurs qui ont été faites. Donc en fait, si on voulait construire des choses qui soient praticables, enfin, ou des conduites, et montrer des chemins praticables, comme la psychanalyse montre, on pourrait très bien s'en inquiéter pour la construction des scénarios, ces choses-là, et puis ou la construction des tournages, et ça donnerait peut-être des choses praticables. Ce serait pas vraiment... je pense pas en plus que ça puisse nuire à quoi que ce soit si on se trompait, parce que de toute façon il y a le pont d'arriver vers quoi qui existe, ou des machins pareils, je veux dire, l'image, elle est, si on prend la totalité de l'image, elle est en fait n'importe quoi, et les pires horreurs du monde. Alors donc, de toute façon, dans le cas où on se tromperait, ça serait qu'un bout de film imprimé de plus, et dans le cas où on arriverait à trouver une conduite plausible dans telle ou telle situation, ça aurait peut-être des vertus analytiques. En fait, dans tes films, il y a quand même plus de femmes que d'hommes.
son ensemble. Ouais, ouais. Parce que je me suis plus souvent isolé pour peindre des femmes, parce que ça m'intéressait plus comme dialogue, parce qu'il y a quand même un dialogue entre le metteur en scène et celui qui joue. Alors je me suis plus souvent mis en situation d'avoir un dialogue avec une femme, parce que ça m'intéressait plus, parce que c'est quelque chose qui est plus qui est plus excitant pour moi de parler avec une femme que de parler avec un homme. Alors c'est pour ça que j'ai fait des films où il y a je sais pas, les 2/3 ou les 3/4 de la surface sont couvertes par par l'image de la femme ou le son de la femme. Mais oui, c'est uniquement ça, c'était parce que ça me paraissait plus heureux, simplement quand je tournais, que de tourner avec des femmes. Puis aussi c'est parce que c'est l'histoire de la dialectique qui m'intéresse donc dans le cinéma. Comme n'existe pas le cinéma psychanalytique, alors moi je me suis adonné à la contemplation des films de la dialectique. Alors effectivement c'est beaucoup plus les films de l'Aventura ou Trans-Europe Express, c'est beaucoup plus des films qui sont comment un homme se pense simplement la moitié du monde, quoi. Et moi je l'ai fait plutôt j'ai fait plutôt un film qui est comme moi je trouve qu'on vit il y a le problème de on est soit devant le miroir soit à la fenêtre en fait quand il n'y a pas de femme, il faut effectivement passer devant le miroir et faire son autoportrait. Et quand il y a une femme, je trouve qu'il vaut mieux se mettre à la fenêtre. Il y a une chose qui est très drôle, je ne sais plus où tu avais dit ça, j'ai relu ça. Je crois peut-être que c'est dans l'entretien dans les cahiers en 68. Tu disais que ce n'était pas très intéressant de se filmer dans le miroir. Et dans le 2 des origines, tu te filmes dans le miroir. Ah oui, c'est parce que c'était une période de ma vie où j'étais complètement seul. C'est-à-dire, c'est les moments de sa vie où on est seul. Il est difficile de ne pas s'intéresser à soi parce que sinon on tomberait en décrépitude. Non, je crois, oui, c'est pour ça, ça dépend des époques de sa vie. C'est-à-dire, je pense qu'il y a vraiment c'est pas très bien vu ça parce que c'est pas une préoccupation considérable des lecteurs. Mais en fait, un livre écrit seul n'est pas du tout pareil qu'un livre écrit quand on dort près d'une femme. Je veux dire, c'est pas du tout le même livre. D'abord parce que la femme, elle vous influence de toute façon. Et au contraire, dans la solitude, il y a une idéalisation de ce qu'est l'existence d'une femme dans sa vie. Et donc c'est quand même deux discours qui sont très différents. Et ça, tout ça, comme tout ça n'a jamais été justement traité psychanalytiquement, j'en reviens toujours là, on n'a jamais prêté attention ni d'importance. En fait c'est très différent quand on s'exprime seul, quand on s'exprime à deux, parce que il n'y a pas de... c'est pas le même lieu commun, hein. Si on admet que l'art sort difficilement des lieux communs par rapport à la science, c'est quand même pas le même lieu commun. Le lit d'une femme ou simplement une femme dans son imaginaire, ce sont deux quand même sont deux répliques différentes. Alors effectivement, alors tout va je pense que quand on est avec une femme, on est beaucoup plus tolérant, et quand on est seul, on est beaucoup plus apparemment entier. On croit qu'on est entier, on a l'impression de pouvoir philosopher pour 1
intégralité de soi, et avec un jugement complet, et que c'est simplement la fatigue ou le temps qui de temps en temps vous en enlèverait le fait que ça soit complet. Mais alors qu'avec une femme, on a l'impression au contraire d'un éparpillement de pensées qui est beaucoup plus approximatif et qui est beaucoup plus qui tient plus lieu du raisonnable. On se préoccupe plus du raisonnable quand on est deux, et plus du pratique, de ce qui est praticable quand on est seul, ce qui est super logique, parce que s'il faut vivre seul, il faut assurer sa subsistance seule, donc on se préoccupe tout le temps des choses, on se préoccupe des choses d'une manière beaucoup plus rationnelle. Et alors donc au contraire, on laisse les... Enfin rationnel, non, c'est l'inverse peut-être. Enfin c'est compliqué, mais c'est pas la même chose. De toute façon, je pourrais parler depuis près s'il y a quelqu'un dans son lit, c'est pas la même chose que s'il y a personne dans son lit, je crois, quand on écrit, ou quand on tourne, ou quand on part au tournage. Est-ce qu'il y a un rapport entre, dans le lieu des origines, entre le fait que tu te filmes dans un miroir et le fait que c'est un film qui est tourné à la manivelle? Est-ce que tu peux voir un rapport là-dedans ou... Ah non, non. Ah non, 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 parce que non, moi j'ai pas de... Non, au contraire, moi j'essaie de... C'est le seul film qui est tourné comme ça. Oui, mais j'ai pas beaucoup de... Peut-être il y a une résurgence du surmoi quand on est seul, qui est beaucoup plus forte, parce qu'il faut se protéger dans la société. Alors peut-être on se compose quelque part un personnage qui aurait des idées bien arrêtées. Et alors peut-être ça tient simplement à ça, mais en fait il n'y a pas... C'est un peu... c'est beaucoup plus tel que ça pouvait être pratiquement, ce genre de choses. C'est parce que j'avais pas les moyens de faire autrement en fait. Et où j'arrivais pas à concevoir la manière de parler qui faisait qu'on confiait plus de moyens, n'importe. Non, non, c'est vraiment c'est vraiment du pratique, ça, c'est pas du tout. Parce que j'arrivais pas à trouver, comme je vivais seul, j'arrivais pas à trouver comment convaincre quelqu'un de devenir mon producteur l'espace de 6 mois comme ça et de m'aider. Alors je m'en remettais à des moyens très très petits en pensant comme ça je me salis pas idéologiquement et tout, et donc je tourne les choses à la manivelle comme ça, puis j'ennuie pas les gens, je me filme moi-même, ça s'ennuie personne. Parce que quand on est seul, on croit tout le temps qu'on ennuie les gens, par exemple, qu'on les dérange, comme ça, très souvent. Et en fait, c'est comme c'est dans le non-dit, puis en plus la société est mal faite pour les gens. Pour les époques de sa vie, on est seul, la société est sacrément moins bien foutue que pour le couple, parce que par exemple, l'éthique image en ville, c'est quand même le couple. Je veux dire, tout ce qu'il y a sur les murs de Paris, tout ça, c'est le couple. Alors que quand on est seul, on en prend simplement on a l'impression d'être différent philosophiquement, alors qu'en fait c'est un état de fait, comme ça. Et peut-être ça fait qu'on n'ose plus s'adresser à des gens pour des raisons pratiques ou pour son métier ou des choses comme ça, alors qu'on se satisfait de très peu de moyens. Et c'est plus pour ces raisons-là que pour des raisons très très on pourrait dire très réfléchies, hein. C'est plus pour pas avoir de gens. Enfin, pourquoi aujourd'hui faire un film à la manivelle alors que ça s'est fait depuis 50 ans? Ça c'était un moyen que j'avais trouvé pour faire un film pas cher du tout. Comme j'avais pas envie de voir beaucoup de gens, alors je pensais que c'était... oui, c'était la seule raison. Comme ça, je pensais que c'était une super idée, très 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 viable, que de faire ce machin-là, parce que ça coûtait rien du tout. C'était un machin... ça, je le faisais moi-même, parce que comme tout d'un coup, il m'est apparu que c'était super simple à faire. Simplement le jour où j'ai compris que c'était un machin super simple à faire, en regardant les anciennes photographies
ou des plans anciens. Tout d'un coup, j'ai compris le système du machin qui défile, et comment ça se faisait manuellement, quoi. On est pensé, ah bah voilà, c'est une situation, pratique très très idéale pour une époque où on est complètement fauché et où on n'a pas vraiment envie de continuer ou d'essayer de discuter avec des gens qui ont encore plus d'argent que vous, qui pourraient vous donner trois sous pour aller voir une caméra moderne. C'était machin ou ça, c'était comme travailler avec des outils dont plus personne ne voulait, en le faisant soi-même. C'était très... non, c'était juste pour pouvoir... comme j'arrivais pas à avoir envie de séduire d'autres gens, et que la seule chose qui me préoccupait c'était les femmes, et qu'en même temps je voulais pas les déranger, alors à la fin ça donnait, j'étais avec une caméra manivelle devant un miroir, c'était quelque chose de très très pratique, c'était pas du tout si réfléchi philosophiquement que ça, ou c'était pas pour me démarquer ou quoi que ce soit, parce que c'était facile pratiquement. Et puis en plus, moi je crois en plus que l'art ne peut pas changer, parce qu'à part Godard, moi je vois pas très bien ce qu'il y a de moderne dans le cinéma par rapport à un Lumière par exemple. Alors je pense pas que le cinéma il a tant d'époques qu'on dise, et tout ça peut-être parce que les sujets sont toujours le même, oui, parce que c'est le trio c'est une histoire qui a été mise au point par le théâtre et qui marche un peu, qui permet aux artistes de vivre. Mais je pense pas qu'il y ait tant d'époques. Alors je pensais que finalement c'était pas très important du tout, puisque je voyais à la cinémathèque, je voyais des films à la manivelle, et puis d'autres films, puis que ils m'intéressaient avec avec le même œil. Alors je pensais bon bah, ça va, alors c'est pareil, on peut s'exprimer avec ce machin là, c'est comme je crois c'est comme peindre sur un mur plutôt que sur une fresque, plutôt que de peindre sur une toile, quoi. Ça me paraissait pas quelque chose qui était très qui donnerait que des sens différents. Alors, en plus moi comme j'ai horreur de la technique, j'ai simplement aperçu que c'était une technique très très simple, ce machin là, de film à la manivelle. C'est une technique très... C'est pas si simple que ça, il faut trouver le bon rythme. Ouais, c'est difficile pour soi, mais c'est pas trop matériel. C'est-à-dire il n'y a pas trop d'engins autour de soi, tout ça, il n'y a pas... finalement, moi je sais la complexité que c'est de se retrouver, d'ailleurs sans doute Godard, quand il a fait Une Passion, il s'est retrouvé dans cet imbroglio de câbles, une fois de plus, là, avec des caméras partout, des projecteurs partout, des gens qui demandent qu'est-ce qu'on fait, comme ça, qui sont en grand nombre, et puis il y a des câbles qui passent sous son fauteuil. Je sais que ce machin-là est quand même, c'est une épreuve de force à chaque fois. Et comme j'avais l'impression de vivre une épreuve de force dans ma vie, ça j'ai dit à cause des années qu'on a traversées, alors je voulais pas remettre ça sur le métier, quoi. Je trouvais que c'était bien si le métier, j'en simplifiais les contours, quoi. Je faisais ça avec une manutention minimum pour ce qui est du nombre d'objets, et puis si par hasard je cassais des trucs, je crois que ça me paraissait résoudre tous les problèmes de pas dangereux, pas avoir d'accident, une caméra manivelle, c'est pas branché électriquement, c'est un mécanisme simple, si on la casse ça n'a pas de valeur, c'est des vieux machins dont personne ne se sert. Où est-ce que tu avais trouvé la caméra? Chez loueur de caméra, je lui avais demandé de chercher dans ses vieux placards, il avait trouvé ça au fond, un truc qui ne servait plus, qui était un moteur, un mécanisme de manivelle de caméra, qui était un machin dont personne ne se servait jamais. Mais c'était une vieille caméra alors que tu utilisais? Non, c'était pas une très très vieille, c'était comme la caméra des premiers films de la Nouvelle Vague, la Caméflex, avec simplement, au lieu qu'il y ait un système de batterie, il y avait simplement un système avec une manivelle. Mais simplement c'était une vieille caméra, c'était une caméra qui devait bien avoir 20 ans de construction, c'est-à-dire que j'avais pris un vieux machin, en disant si arranger la case, c'est pas très grave, ça coûtera pas cher. Puis la manivelle qui était adaptée dessus, qui avait été faite pour ça, donc personne ne se servait jamais, qui devait être, je sais pas, peut-être c'est au moment où il y a eu ça devait dater de la disparition de la manivelle, quoi. Parce que peut-être dans le temps ça restait un effet, c'est peut-être resté un effet plus longtemps
le fait que peut-être il y avait déjà encore des caméras mécaniques, et peut-être quand il y a eu les premières caméras électriques, donc peut-être ils se sont dit oh, tiens, il faut peut-être garder encore cet effet, la caméra à la manivelle, parce que c'est un effet d'image. Oui, mais la caméra manivelle, elle a été arrêtée dès qu'il y a eu le cinéma parlant. Oui, mais ça, à mon avis, c'était une caméra enfin, que la manivelle était simplement un accessoire qui avait été construit pour faire des effets, je crois. C'est-à-dire qu'il avait été, à mon avis, c'était quelque chose pour un effet spécial, à mon avis. Bon, c'était une vieille caméra, elle avait 20 ans, ou quelque chose comme ça, ou 30 ans, mais elle avait, je crois que c'était pas, je crois qu'aucun film à manivelle n'avait été tourné avec cette caméra, excepté des effets spéciaux, ou des trucs comme ça, à mon avis. Hein. Ouais. Et puis maintenant, je crois que j'ai redemandé quand je suis passé chez le loueur, il m'a dit qu'il l'avait garé en plus. Donc c'était vraiment un machin qui traînait dans un coin et qui n'intéressait personne, quoi. Sinon, c'était une bonne manière, travailler avec des vieux, travailler avec de la pellicule périmée. Je travaillais beaucoup avec de la pellicule périmée, par exemple. Parce que dans les... Tu avais la pellicule périmée de combien d'années? Beaucoup, de 11 ans. Où est-ce que tu arrives à la trouver alors? Bah, c'est-à-dire qu'il y avait des productions qui voulaient plus s'en servir, quoi, qui pensaient filer ça à la poubelle, quoi. Moi j'en ai trouvé quand même pas mal de pellicules qui étaient très anciennes, comme ça. Soit qu'on me donnait, soit qu'on me vendait pour rien. Simplement parce que personne s'y serait risqué. C'était des machins comme il y a des chiffres des constructeurs de pellicules qui disent, mettons, je sais pas, au bout de 4 ans, une pellicule doit plus être utilisée, elle est foutue. Comme ils voyaient des dates comme ça qui remontaient à 11 ans sur les boîtes, ils pensaient non, il ne faut jamais tourner avec ça, c'est trop dangereux. Mettre un tournage sur pied, puis envoyer ta... Puis au fait, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle était un peu jaunie, quoi. Elle était moins... perdait un peu de sensibilité dans la couleur, ou de sensibilité dans le noir et blanc, mais je veux dire... la pellicule, elle faisait comme du papier, en fait, elle jaunissait un peu, quoi. Enfin, ça donnait pas jaune, ça donnait juste qu'elle avait moins de définition, moins d'éclat, quoi. Elle était un peu comme ça, vieillotte, quoi. On le voyait quand même, vu que ça posait une boîte neuve à côté d'une boîte ancienne, et ça, on n'arrivait pas à attraper les couleurs, quoi. On attrapait des teintes, plutôt. Puis en noir et blanc, pareil, on n'arrivait pas à attraper... des jolis contrastes, on attrapait plus une espèce de dégradé de choses grises, mais c'était pas gênant parce que c'était plus important, le sujet était plus important, je pensais que c'était pas gênant, c'était une manière de faire beaucoup de films et de ne pas se préoccuper de la perfection matérielle. De toute façon, moi je crois pas à la perfection matérielle, je crois que c'est absolument inutile. C'est comme, au contraire, moi ça me fait assez souffrir quand je vois des films qui sont très travailler techniquement, par exemple. Ça me paraît être un travail dans le vide qui sert à rien. Les Passion, c'est quand même un film soigné techniquement. Non, c'est un film enlevé. C'est fait avec beaucoup c'est beaucoup de pinceaux comme ça, mais il n'y a pas... je veux dire, c'est pas perfectibiliste ou c'est pas perfectionniste. C'est enlevé, quoi, je peux dire. De temps en temps, le jeu d'acteur devient excellent, puis après, de temps en temps, le jeu d'acteur il se relâche un peu, de temps en temps, la couleur devient très belle et très lyrique, de temps en temps, elle est laissée à rien, et à aucune réflexion, et à ce qu'elle est dans le champ visuel. Non, ça dépend des moments, il y a des moments, il y a un très grand travail pour faire bouger une caméra dans un espace en faisant la direction de l'acteur. De temps en temps, il y a juste un travail subjectif comme ça qui est fait sur le sens. Enfin, la proportion de temps passé à la technique paraît pas du tout importante par rapport au temps passé sur le sens du film. Ouais, la cicatrice, c'est soigné quand même. Ah oui, ça c'est déjà des films qui cherchent une voie autre que le cinéma, quoi. C'est plus pour essayer de toucher vers là où le 7e art avait fait des chefs-d'œuvre. Mais d'ailleurs, c'est pour ça que c'est pas un très grand film, en fait, à mon avis, que c'est juste un bon film comme un autre.
parce que je pense qu'il y a une proportion de technique qu'il ne faut jamais dépasser par rapport à, aussi bien dans le temps qui nous occupe que dans les gestes, que dans l'importance de ce qu'on transporte avec soi pour tourner, que cette proportion dépassée, il est absolument impossible de faire autre chose que de filmer cette proportion elle-même. Alors c'est un peu le défaut qu'il y a dans des films qui tendraient d'être parfaits, parce qu'on l'a décidé comme ça, c'est que la manipulation est tellement importante que ça tue la vie sur le plateau. Quand même, il faut à la fois raconter ce qui vous passe par la tête, et puis en même temps, il faut laisser quand même la vie circuler dans le cinéma, parce que si c'est plus intéressant que la peinture, sauf ce qui existe dans l'impressionnisme, c'est quand même parce que on arrive à capturer un moment de la vie quand même. Et une trop grande technique tue quand même, un trop grand matériel, ou des choses comme ça tue quand même la vie. Une installation trop importante. Enfin, ça c'est une époque, parce que plutôt dans tous les derniers films que j'ai faits, il n'y avait quasiment pas de technique. J'avais un pied en bois avec une caméra dessus qui avait soit une manivelle, donc soit un moteur. Puis voilà quoi. Soit de la pellicule couleur, soit des pellicules noir et blanc, mais il n'y avait pas de. On ne peut pas dire qu'il y avait autre chose qu'une caméra. Et quand même, j'ai vu qu'on pouvait faire des films aussi beaux et même par moments dans des passages plus intéressants qu'avec énormément de moyens. Peut-être énormément de moyens, c'était utile un passage du film, des choses comme ça. Et qu'il ne fallait pas le prendre comme a priori, je crois, matériellement. Hein. Il faudrait mieux que les acteurs aient plus d'argent, par exemple, et qu'on tourne juste avec une caméra, plutôt que d'investir énormément en pensant en faire un jour, et de tourner avec énormément de matériel, ce qui coûterait énormément d'argent. Et je sais pas, il faut pas trop, je crois, sortir des proportions dans lesquelles on vit pour pouvoir continuer à s'exprimer. Sinon, on est obligé de se dépasser, et si le dépassement en plus il est matériel, c'est un peu, je sais pas, c'est un peu absurde, ça me paraît un peu absurde, toujours énormément de moyens. Beaucoup d'argent pour un film, c'est une chose qui ne paraît pas absurde, hein, si on peut l'acquérir. Mais énormément de matériel, par exemple, je sais pas, ça me paraît... Enfin, ça c'est une chose qui m'est propre, hein, parce que moi j'aime bien me mettre sur le bord d'un lit, comme ça, poser ma caméra, la coincer avec le tapis, et puis filmer les choses comme ça en très gros plan, telles qu'elles sont. Enfin, dans mes films, ce que j'aime mieux revoir personnellement, moi par exemple, et là où je vois mieux ma vie, c'est quand je l'ai fait avec pas trop de moyens, où j'ai fait ça... enfin, il faut faire ça d'une manière qui soit un juste moyen. Il ne faut pas sombrer dans l'un ou dans l'autre. Peut-être c'est aussi aberrant de faire des choses d'une manière trop compliquée, mais aussi de faire des choses avec trop de matériel, c'est un peu aberrant aussi. Moi, les films que je préfère, c'est des films simples, avec une caméra, un magnétophone, le câble entre la caméra et le magnétophone, et puis soit on raconte une histoire, soit on fait le portrait de quelqu'un, soit c'est-à-dire comme le chevalet, la toile blanche. J'aime moins déjà l'idée, mais c'est comme au Louvre, j'aime moins quand les tableaux sont immenses, ça me gêne plus. J'aime bien un tableau qui a la dimension d'une fenêtre, par exemple, ou d'un miroir, comme ça je vois quelque chose qui me paraît être dans la proportion de ce que je vis. J'ai pas l'impression que c'est une époque particulièrement onéreuse pour l'artiste, qui lui demande énormément d'efforts. Mais tu n'as vraiment jamais eu l'expérience quand même d'un film où il y aurait toute une équipe d'un film continu de 3 mois, j'ai jamais eu cette expérience-là. Avec beaucoup de techniciens, beaucoup de machines. Avec beaucoup de techniciens et tout ce qu'il fallait. Enfin sinon quand même, quand j'ai fait du clavier, j'étais comme ça par exemple. Comme si, non, si, il y en a quand même un sur les 14 que j'ai fait, où j'avais beaucoup de techniciens, beaucoup de machines, et j'avais un tournage continu. Si, non, il y en a un. Et tu ne penses pas que c'est la raison Tu penses pas que c'est la raison pour laquelle c'est celui-là qui a acheté la télévision? Tu as pensé un peu à ça? Tu penses que ça peut avoir joué par rapport au type Philippe qui a acheté ça et tu penses que inconsciemment c'est ce film-là qu'il a choisi parce que c'était plus tourné dans les normes du cinéma de leur génération?
Ouais, c'est possible, oui, parce que c'est pas... Enfin, je sais pas, à un moment, pour ce qui est du reste, à un moment, on a dit que c'était, je sais pas, un dérapage que je faisais, à un autre moment, les gens ont dit que c'était du cinéma révolutionnaire, à un autre moment. En fait, c'est pas vraiment ça, c'est juste fait avec de l'argent qui a une bonne odeur, parce qu'effectivement, l'argent a une odeur idéologique, et de l'argent qui a une bonne odeur, il n'y en a pas beaucoup, alors en fait, ça épouse complètement les vicissitudes qu'on subit les intellectuels, c'est-à-dire qu'au moment les plus difficiles en France pour les intellectuels, là on trouve des films qui coûtent pas cher du tout. Et au moment où ça va un peu mieux, à ce moment-là, pof, tout d'un coup, on trouve des films qui coûtent un peu plus cher. Alors si, certainement, si Jean-Philippe il prend un film dans les deux qui coûtent cher, c'est certainement parce que pour les gens du spectacle un peu plus conventionnels que moi, l'argent transformé en art, c'est ce qui les impressionne le plus. Moi, c'est plus l'amour transformé en art qui m'impressionne le plus. Enfin, je trouve que c'est pour ça, sans doute. Tout ça, en plus, c'est pas vraiment l'avenir, c'est pas vraiment une époque très très inventive pour moi, peut-être un petit peu comme ça au niveau de la direction d'acteur, parce que je m'étais, sur un film de direction d'acteur, je m'étais plus à diriger Clémentine, parce que c'était le premier acteur que je trouvais sur la route qui avait une certaine expérience avec Léo, que j'avais dirigé juste le film précédent. Alors peut-être c'est intéressant au niveau de la direction d'acteur, mais en fait ce que ça raconte c'est pas très important, c'est plutôt l'après 68, c'est plutôt une période, 69, plutôt une période comme ça où on est triste, et où vite, on se remet au boulot, et puis on regarde pas trop dans les coins parce que on s'est fait taper sur les doigts. Quoi. Alors donc, ni les nuages, on ne va pas trop par la fenêtre justement. Mais non, oui, non, ça c'est vrai que de toute façon, a priori, les gens, pendant toutes ces 10 dernières années, par exemple, ont pris l'habitude de n'aimer que ce qui est investi matériellement, au lieu d'aimer ce qui est investi affectivement. Et ça va revenir, je pense que dans les 2-3 ans qui vont suivre, c'est possible que les gens d'un coup commencent à considérer que c'est pas ça qui est intéressant du tout. Ce qui est intéressant, c'est... enfin, moi ça m'intéresserait beaucoup plus, c'est pour ça que je parlais de Saut de ma ville de Chantal Akerman, qui avait fait un 18 ans en se filmant elle-même dans une petite chambre de HLM. Ça m'intéresserait beaucoup plus de voir le film amateur d'un enfant de 12-15 ans que la plupart des machins qui passent sur les écrans de nos jours. C'est-à-dire que moi ça m'intéresse beaucoup plus une situation historique dans laquelle vit un personnage réel, existant, m'intéresse beaucoup plus que l'investissement d'argent en spectacle. Tu te rapproches de Sternberg, de Straheim, là, dans la conception? Ouais, sauf que, apparemment Sternberg, il a quand même eu des moyens presque tout le temps. Hein. Oui, mais ça marchait pas toujours très bien. C'est souvent des échecs aussi. Ouais, ça marchait pas. Mais non, le Straheim, des fois, il n'a pas beaucoup de moyens. Ça, c'est quand on voit quand une personne devient inventive comme ça, et puis que la lumière commence à passer au travers de la pellicule, généralement c'est signe d'Esch. C'est fort possible que Straheim ait connu des époques de son cinéma qui étaient faits avec pas grand chose, peut-être pas au niveau des films, mais au niveau du plan, c'est sûr. Parce qu'il y a de temps en temps, on croise des trucs qui sont vraiment... qui paraissent pas fortunés. Bon, alors ça c'est plus intéressant, c'est-à-dire c'est des gens qui parlent de toute façon, qui font des films de toute façon, c'est plus intéressant. Parce que j'ai étudié il n'y a pas très longtemps, par exemple, comment des gens avaient pu faire des films pendant la guerre. Ça c'est incroyable, que des gens aient pu... Déjà qu'ils écrivent des livres, c'est déjà très très courageux, mais que des films qui étaient tournés dans Paris pendant la dernière guerre, ça c'est quelque chose qui est assez incroyable, mais des gens sont arrivés à le faire quand même. Et alors il y a... le cinéma plus fort que la guerre. Oui, mais pas des films de la collaboration, hein, des films simplement des gens, des familles de résistants, puis que bon, ils voulaient faire leur film, puis ils faisaient leur film. Et alors ça c'est assez soufflant, comment des gens ont pu arriver à décrire quand même une situation sans en trop parler parce que c'était dangereux, puis en même temps la bien décrire quand même par des petites fictions qu'ils avaient créées. Et comment ils arrivaient à le faire matériellement, ça c'est quand même assez soufflant par exemple.
Et je suppose, je sais pas, faut pas dire de bêtises, mais je suppose que c'est pour ça que la génération précédente vénère, je sais plus si c'est Becker ou Franju, des gens comme ça, parce que effectivement, quand ils ont traversé la guerre, ils se sont pas pliés au cinéma de la collaboration. Mais dans les autres périodes, dans une période de paix, comme nous on a toujours vécu, mettons, ce qu'on ressent plus simplement, effectivement, c'est la provenance de l'argent est surdéterminante pour ce qui est de l'effet que fait le film sur soi ou sur le public. C'est-à-dire, si dans des époques on se met à utiliser certains argents, nous, dans notre génération, on a vu que les gens coulaient. Alors que par exemple Godard vient tourner avec la Gaumont, ceci dit c'est parce qu'on est sous Mitterrand, le film recèle aucune contradiction non su de lui. Hein. C'est pas, d'abord parce qu'il est très, très, très intelligent, et ensuite parce qu'il c'est quelqu'un qui a cette vertu que d'être intouchable. Quoi. Mais je trouve que dans notre génération, par contre, alors les gens sont beaucoup plus influençables, et comme moi je sais que je suis comme ça, je ne m'adonne pas trop à la grande production facilement. Là, je trouve que les gens sont beaucoup plus influençables dans notre génération. Alors ils sont pas... je trouve que nous, on est des petits... à côté de l'autre génération, on est des petits dessinateurs. Eux, ils sont peut-être trop militaires, l'autre génération, mais nous, on est des petits dessinateurs quand même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Les gens ne veulent pas considérer, par exemple... ce problème, à savoir qu'un argent a une source, donc il est taché d'une idéologie, ou au contraire il porte en lui une espérance de survie de certaines idées. Ça c'est une chose qui est très 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 mal vue et mal sue dans notre génération. On croit que les gens de notre génération croient qu'ils peuvent passer au travers de n'importe quel argent. Moi je pense pas, je pense que c'est des choses où il faut être beaucoup plus réfléchi que ça et beaucoup plus conscient que ça pour utiliser beaucoup de moyens. Alors ça c'est peut-être le tort qu'a notre génération. Hein. Mis à part que je les aime tous et que je veux absolument pas me démarquer et que je m'en fous qu'ils soient de droite ou de gauche, ça m'intéresse vraiment pas, et puis j'espère que jamais personne ne deviendra ennemi pour ces raisons-là dans les gens de notre âge, mais je trouve que quand même ils font pas assez attention à d'où vient l'argent dans ce qui tourne, quand il tourne. Alors, moi je trouve que c'est quand même c'est un des points déterminants de l'entreprise d'un film. Alors il faut faire attention. Tu ne penses pas qu'il faut arriver à dépasser ça? Parce que De Beauregard par exemple, qui a financé tous les premiers Godard, c'était quand même un type militariste. Hein. Ah mais non, mais je dis pas qu'il faut pas, je dis pas qu'il faut s'abstenir de le faire. Je dis qu'il faut simplement en tenir compte. C'est-à-dire, mettons, dans l'autre génération, par exemple, quand ils font, mettons, une production, apparemment, ou une distribution, un mec est de gauche ou de droite, mettons, qui est un acteur, ou un producteur est de gauche ou de droite, peu importe, ils le font. Je veux dire, ils l'aient vraiment, c'est-à-dire qu'ils le réfléchissent, le problème. Alors que dans notre génération, par exemple, les gens ne réfléchissent pas le problème. Ils pensent que les gens sont gentils ou méchants s'ils leur accordent du temps ou de l'argent, mais ils ne pensent pas, par exemple, je suis un homme de droite, je tourne avec de l'argent de gauche, ou je suis un homme de gauche, je tourne avec de l'argent de gauche, je suis un homme de gauche, je tourne avec de l'argent de droite. Ils ne pensent jamais à ce problème, par exemple. Or, c'est un problème qui existe vraiment, qui n'est pas du tout grave, mais qu'il faut simplement, compter avec. Et comme ce problème, il est tue complètement, comme s'il n'existait pas, comme s'il y avait simplement des gens gentils, qui étaient ceux qui aidaient, puis des gens méchants qui seraient ceux qui avaient tout premier en disant qu'on est des charlots, et que de toute façon, puisque ça ne fait pas encore la mise de la plupart du temps dans les films où on fait la mise une fois sur 3, ou une fois sur 2, ou une fois sur 4, suivant les personnalités des metteurs en scène, ça serait des choses pas intéressantes.
je pense qu'il faut au contraire compter avec ça, c'est-à-dire que c'est très important d'où vient l'argent. Pour quand on tourne, il faut juste savoir, c'est-à-dire faut pas se braquer, mais c'est une chose qu'il faut inclure, je crois. Oui, mais quand l'argent vient de l'avance sur recette, par exemple. Ah bah pareil, c'est un truc, l'argent vient c'est une subvention d'État, par exemple. Moi je sais qu'il faut vraiment, c'est une chose qu'il faut compter avec. C'est-à-dire c'est pas, il faut savoir qu'on ne fait pas les mêmes images avec l'argent de son salaire investi. Mettons, qui viendrait, je sais pas, de vente d'extraits de films ou de passage de films ou de recettes dans un cinéma, qu'avec l'avance sur recette. C'est sûr qu'on ne fait pas les mêmes images. C'est-à-dire que peut-être, il faudrait qu'il soit, plutôt qu'un film, ça soit fait comme on monte un film, mettons, dans notre génération, parce qu'on est à ce stade-là, il faudrait mieux monter, que certains films se prêtent ou pas à certaines pratiques d'argent, et ça c'est vrai, et qu'il ne peut pas naître, mettons, un film pour la Révolution, produit par le cinéma aux armées, sans qu'on pense très savamment la question, par exemple. Ben, c'est cette chose-là en plus infuse et en moins claire qui se joue dans notre génération sans que personne ne veuille tirer les trois phrases dessus qui ferait qu'on se promènerait simplement avisé. Et ça me choque un peu, que les gens y croient de mon âge que de l'argent c'est de l'argent et ça se transforme en image par soi toujours de la même manière, quelle qu'en soit la provenance, par exemple. Moi je crois pas. Je crois que c'est quelque chose qui est pas du tout c'est pas du tout à traiter naïvement ce problème-là. C'est à traiter comme le cast, comme l'histoire du scénario, comme le dialogue, tout ça, c'est des choses qui sont... Tu penses pas que par exemple dans un film, s'il y a beaucoup plus d'argent, ce que ça va le plus influencer, ça va être le scénario en définitive. Être obligé de raconter une histoire. Bah ça c'est dans notre génération, on est là. C'est-à-dire que plus un film coûte cher, plus il est conventionnel, moins il coûte cher, plus il est d'avant-garde. Ça veut dire qu'on est complètement soumis à des lois de l'instinct qui ne sont pas sur la question de la production, qui ne sont pas mis à plat sur la table comme ont été mis à plat les questions du scénario, les questions de la distribution, toutes ces choses-là. Parce que si on prend mettons une actrice célèbre ou un acteur célèbre, on sait ce qu'on risque, on sait ce qu'on perd, on sait ce qu'on gagne maintenant, à peu près dans notre génération. On sait que toutes ces raisons-là, on les connaît, par exemple. Si on met de la musique, maintenant, on sait aussi ce qu'on gagne et on sait ce qu'on perd, si on met de la musique sur un plan. Mais si on fait un film cher ou si on fait un film pas cher, là on ne le sait toujours pas. C'est-à-dire qu'effectivement tous les films sont dits d'avant-garde qui coûtent pas cher, dits très ambitieux, s'ils coûtent cher. C'est pas si simple que ça du tout apparemment, c'est un endroit qu'on ne connaît pas. Moi je trouve qu'en production on n'est pas du tout à la hauteur des gens de notre âge. Je trouve qu'on est à la hauteur sur plein de trucs parce qu'on fait des films qui ne racontent pas les mêmes histoires que les histoires par rapport aux parents, mais je trouve qu'il y a plein d'endroits où on n'est pas du tout à la hauteur, où c'est fabriqué à l'emporte-pièce. Si on appelle toute bicyclette d'avant-garde, toute DS19 est une chose ambitieuse, toute conduite de DS19 relève de l'ambition, toute conduite de bicyclette relève de l'avant-garde, c'est aberrant. On peut très bien conduire une bicyclette d'une manière ambitieuse ou conduire une DS19 d'une manière d'avant-garde. Et ça c'est un peu là qu'on en est, moi je trouve, dans notre génération. On est déboussolé par la production, on n'a pas
on n'a pas encore conscience, il n'y a pas eu de prise de conscience là-dedans, quoi. Il y a eu de la prise de conscience sur l'histoire du star system, des acteurs, l'histoire de la distribution, qu'est-ce que c'était que l'histoire du quartier latin, des seuls quartiers latins, l'histoire des Champs-Élysées, tous ces machins-là, ce qu'on y risquait, ce qu'on y perdait et tout. Et en même temps, sur l'histoire de la production, il n'y a pas eu de réflexion ou de prise de conscience. Il y a plutôt, oui, une espèce de constatation où c'est rangé en deux étagères, les films chers, les films pas chers, quoi. Et puis c'est pas des réflexions qui sont antérieures au tournage, c'est plus des états de fait qui sont constatés à certains moments dans la vie des metteurs en scène. Donc en fait, ça devrait pouvoir se penser avant l'écriture du scénario, mettons. Alors, moi je trouve que je crois que c'est parce qu'on pense la production dans nos générations après l'écriture du scénario. Alors effectivement, c'est juste une manière formelle de traiter un sujet que enfin, ou même s'il n'y a pas de scénario, même. C'est peut-être même, quand il y a de l'argent, c'est peut-être même pas la question du scénario, mais ça fait que les films sont plus structurés, en fait, quand il y a plus d'argent. Ouais, c'est juste, oui, c'est un peu. Oui, non, c'est vrai. Oui, alors que quand même, ce que voudrait nous enseigner Godard, c'est si on a envie de faire un cinéma irrationnel et qu'on en trouve les moyens, c'est très bien. Et puis, si au contraire on a envie de raconter des petites histoires comme tout le monde en vit, vu que tout le monde vit un petit peu quand même la même chose quelque part, on peut aussi le faire, et ça avec très peu de moyens, et pas tout le temps ce que tout le monde vit raconté sur grand écran. Et ce qui est parfaitement inventif, raconté sur petit écran, c'est quand même ce qui tente d'instaurer dans le cinéma, le fait que on puisse peindre à l'huile des sujets très très non conventionnels, et puis au contraire on puisse faire comme ça des croquis sur des choses qui sont... oui, il n'y a pas, c'est pas ouvert, c'est surdéterminant le cinéma, ce que coûte un film, et ça veut dire qu'on n'a pas pensé, c'est pas réfléchi, c'est-à-dire c'est un peu, c'est bâti à la va comme je te pousse et au hasard des rencontres, et c'est pas bâti depuis les scénarios, à savoir que personne, c'est aussi pour autre chose, c'est comme on est au début de notre vie de cinéaste, et que en même temps pour plus être autre chose que cinéaste, c'est un peu personne n'aura envie de faire des films pas chers, par exemple. Alors tant que des gens n'auront pas envie de faire des films je dirais pas chers, pas en crever de faim comme dans les années 70, mais des films pas chers simplement. Tant que personne n'a envie de faire des films pas chers, mettons, de toute façon ça sera toujours une situation qui sera pas claire, parce que ça voudrait simplement dire que les gens prennent ce qu'ils peuvent prendre comme moyen de production, et que après, se rabattant, ils se mettent soit à une technique un peu inventive s'ils n'ont pas arraché beaucoup d'argent, et à une technique classique s'ils ont arraché beaucoup d'argent. Or ça c'est complètement aberrant, parce que le classicisme d'un film ou son avant-gardisme, ça ne tient absolument pas, ça ne doit pas tenir à ses moyens. Alors ça veut dire qu'on est encore dans des formes très précaires de production, et pas du tout dans des formes raisonnables. Même si c'était le même chiffre, parce que c'est-à-dire qu'en fait, tous les jeunes cinéastes de nos jours, ils aimeraient mieux que leur film avoir le plus possible. Or, ça veut dire qu'ils ne sont pas encore posés le problème qu'un film doit se rembourser, etc. et tout, parce qu'en fait on devrait simplement se dire non, il faut qu'un film, bon, il soit faisable sans qu'on souffre et que les gens puissent avoir des salaires et vivre, mais en fait il devrait simplement mesurer les capacités de leur succès et de leur chance de succès et de leur nombre de spectateurs, et se dire bah, je construis en fonction de ça, je construis en fonction de manière à ne pas me retrouver dans une impasse où je ne peux plus tourner. Je construis en fonction des chances de succès que je connais d'habitude, et du nombre de places effectives qu'il y a, et de quel public que je commence à toucher un peu. Hormis ça, ils préfèrent simplement faire le film le plus cher possible et monter de film en film. À part Chantal, je n'avais pas vu d'autres. Il n'y a que Chantal par exemple qui a fait un film pour la Gaumont, puis après qui a fait un film à 5 millions par exemple.
Donc, mais à part Jean-Sam, j'en ai pas vu d'autres, par exemple, qui se soient, dans les Français, qui se soient dit, là n'est pas la question, il y a des films qu'on peut très bien faire pour moins d'argent, des films qu'on peut faire pour plus d'argent, et c'est pas du tout le plus possible, ce sera le mieux, et une fois que je me retrouverai sur le plateau, je n'y penserai plus, ça n'existe pas, c'est complètement enfantin comment ils annoncent ça, le plus possible de mieux, sur le plateau j'y penserai plus, c'est un truc qui est complètement aberrant. Et donc il faudrait juste que notre génération elle soit plus consciente de ça, du fait que l'art ça doit être, surtout maintenant où on a le temps de prendre une pause un peu et puis de réfléchir d'une manière qui est moins empirique et moins dévastatrice comme ça pour la vie, où les décisions ne sont pas vraiment dangereuses. C'est plutôt à ça qu'on devrait penser, c'est-à-dire comment faire des films qui véhiculent nos idées sans se salir aux idées des hommes d'argent. Si les hommes d'argent sont salissants, ce que je sais plus depuis longtemps, parce que moi j'ai pas vu d'hommes d'argent, j'ai produit tous mes films tout seul depuis très nombreuses années là, puis les seules sommes qui me sont échues, tant bien que mal, sont les sommes des subventions qui arrivaient comme ça 2-3 ans après que les films soient faits, et que je les ai faits avec quasiment rien du tout. Alors moi je me rends plus très bien compte de ce que c'est que de l'argent qui passe d'une main à une autre pour un film, mais dans la mesure où là c'était simplement des jurys qui décidaient du fait que ça avait une valeur. Mais en plus, il se trouve que ce système-là, par exemple, n'est pas très pratique, parce que l'avance sur recette est une espèce de machine qui est extrêmement lente et qui demande énormément de travail, et c'est une chose qui est absolument pas, qui est complètement débordée, et c'est donc les gens devraient plutôt que de tenter à chaque fois, mettons, d'obtenir une subvention, ils devraient plutôt se préoccuper de savoir s'ils peuvent se permettre de faire un film sans subvention dans leur vie, et de quel ordre de grandeur doit être ce film pour pouvoir arriver à se rembourser, et si possible faire un peu d'argent. C'est une chose qui n'est pas pensée du tout dans notre génération, c'est-à-dire c'est le plus possible. Enfin moi je sais pas, l'avance sur recette, je commence à être contre maintenant, de toute façon, parce que je vais te lire un bout de papier d'ailleurs, j'ai écrit au jour, parce que c'est ce que j'ai écrit pour la Cinémathèque, parce que la Cinémathèque française avait envoyé un bout de papier en demandant si on voulait qu'il y ait ingérence des fonctionnaires du Centre national du cinéma, interne de la Cinémathèque, qui fasse partie du conseil d'administration de la Cinémathèque. Alors, il va y avoir un vote le 17 juin. Alors moi j'ai écrit un bout de papier, et voici qu'on propose le Centre national du cinéma pour co-diriger ma collection de films que j'ai été posée à la Cinémathèque française. Je dis non parce qu'Henri Langlois était mon ami qui a créé cette cinémathèque, et l'idée même de cinémathèque qui n'existait pas parce que Henri Langlois appartenait à la gauche, était un anarchiste et avait horreur des tracas que pose le centre du cinéma. Comment le centre du cinéma, où ne siège pas une seule personne qui n'appartienne à la droite la plus tatillonne, celle qui met 3 ans à vous accorder une subvention ridicule, de qui vous recevez chez vous des lettres ainsi rédigées, vous êtes prié de modifier la réalisation de votre film Le Voyage jardin des morts en raison du caractère morbide que présente son sujet. Signé d'une signature illisible sur le papier en tête du Centre national du cinéma. Non, un ami d'Henri Langlois s'oppose à ce que vous laissiez un organisme où seul un couple, par exemple les Barreaux de Créteil et quelques-uns de leurs amis, comme il les appelait dans une interview, peut à ce jour prétendre appartenir au cinéma. C'est trop dangereux, mes amis, en raison de leur goût, en raison de leur structure abracadabrante, en raison des injustices que le Centre du cinéma commet périodiquement. Comment le Centre national du cinéma vient de refuser de subventionner le film de Jacques Rivette, Le Pont du Nord, et c'est lui qui déciderait de sa prochaine programmation bénévole. Mais c'est la même chose, mes amis, chers amis d'Henri Langlois, que le Centre national fera du film de Jacques Rivette, il le refusera jusque sur les écrans de la Cinémathèque française si vous lui en laissez le pouvoir.
Ça c'était un machin que j'avais écrit simplement pour dire aux gens lors de la réunion à la Cinémathèque quand il y a un vote comme ça parce qu'ils proposaient que la Cinémathèque soit reconnue d'utilité publique de manière à ce qu'ils puissent toucher des dons, puis par même en dessous ils avaient mis un petit paragraphe comme quoi ils inséraient quelques-uns leurs vieux fonctions toujours. Et alors moi je suis Godard m'a dit par exemple quand je l'ai rencontré il y a très longtemps, dans les années 60, mais la centre du cinéma, c'est très utile parce que ça c'est pour les gens qui n'ont pas d'argent, ça leur permet de faire des films. Mais ça c'est tel que le Centre national du cinéma était dans les années 60. Mais maintenant, après que Jean Rostache soit suicidé, et qu'on lui a refusé une avance sur recette, puis qu'on ait vu encore qu'ils avaient refusé à Juliette Berthaud ou à Bernard Dubois, moi je trouve que personnellement c'est une chose où peut-être il faudrait plus qu'on ait la même attitude vis-à-vis du Centre national du cinéma. C'est peut-être un machin qui est devenu comme ça, un truc d'irréductible couillon comme ça, qui ont juste décidé de faire chier tout le monde et d'empêcher qu'on fasse de la peinture tranquillement. Simplement par somme de culpabilité, simplement parce qu'ils sont entretenus par le ministère de la Culture de Mitterrand et par les recettes des films, je veux dire. Alors, donc c'est peut-être à force de culpabilité, finalement, ils sont peut-être devenus des cons complets qui sont assez dangereux pour la liberté d'expression ou pour le moral des metteurs en scène. Alors c'est pour ça que j'ai plus tout à fait effectivement c'était assez juste que Godard avait dit le Centre national du cinéma ça sert à financer, enfin ou à aider, ça donne un peu d'argent à des gens qui n'en ont pas quand les auteurs sont totalement démunis. C'était assez vrai il y a quelques années, mais enfin moi je trouve que ces dernières années leur conduite a été un tel fiasco vis-à-vis des artistes qu'il faudrait mieux qu'une autre subvention soit créée dans un autre secteur par Jacques Lang et qu'on n'entende plus parler du Centre national du cinéma. Alors, moi j'ai parlé de ça à la SRF, alors ils m'ont dit non, au contraire, si est créé le problème c'est qu'apparemment Jacques Lang connaît beaucoup le théâtre et ne connaît pas bien le cinéma. Alors si un institut de financement est créé, parce que je crois qu'il voulait créer un institut de financement de films, il faisait peut-être l'erreur de vouloir le relier au Centre national du cinéma. Je pense que le seul truc qui serait intéressant, ça serait de créer un truc qui serait totalement indépendant du Centre national du cinéma, parce que quand c'était leur idéologie, c'était déjà beaucoup, mais si en plus c'est des gens qui se permettent de juger des anciens et des modernes et de les opposer les uns aux autres et de foutre la zizanie dans l'art et puis en plus de faire le malheur de plein de gens isolés, c'est devenu assez dangereux, je trouve, enfin, personnellement. Et voilà. Quelle est la formule la plus intéressante pour toi au niveau du financement d'un film maintenant? Moi je me rends pas encore compte, moi maintenant j'ai une collection et je suis en train de me relever, quoi. C'est-à-dire quand j'ai vu à la télé par exemple que Mitterrand a été élu, moi j'ai dit à ma fiancée t'as vu, j'ai gagné et tout, puis après je pensais c'est incroyable le nombre de trucs que j'ai fait de gauche dans ma vie, je pensais pas que ça serait utile et tout, j'étais très content, puis après je me suis endormi, maintenant je dors, je veux dire, je suis juste complètement épuisé. Alors apparemment ce que j'ai vu, ça m'est personnel, ce que j'ai vu que j'avais construit, c'est une suite, un grand nombre de films, quoi. J'ai fait 14 films, dont une bonne dizaine de longs métrages. Et comme j'ai fait très attention, j'en ai gardé la propriété intégrale. J'ai toujours fait très attention quand j'avais fini les films de pas signer des contrats qui m'en enlevaient la propriété. J'ai simplement loué comme ça pour des temps relativement courts. Et donc je me trouve avoir juste ce potentiel qui est ma collection de films. Et alors normalement j'aimerais bien moi maintenant essayer de commencer à produire depuis ma collection de films, c'est-à-dire essayer de vendre des extraits ou des passages ou des copies et
commencer à produire avec ça. Mais c'est pas encore une chose que je veux faire dans les 3 mois qui viennent, parce que je suis trop, ça m'a trop épuisé de mettre tout ça un jour dans des temps si difficiles, pour les 2 tiers de cette collection. Alors, je sais pas encore très bien, mais je sais que c'est très c'est dangereux. Quand j'ai appris les résultats des avances sur recettes récentes, je sais que c'est dangereux, les jurys, toutes ces choses-là, parce que ça fait le malheur dans la vie des artistes. C'est la chose que j'ai noté au passage à côté de mon oreiller, en me retournant dans mon lit, en m'étirant dans mon lit. Mais je ne sais pas encore comment je produirai mes prochains films, mais je crois que je vais essayer de m'appuyer beaucoup plus maintenant sur ce que j'ai fait. Intérieure à ta nord, cicatrice intérieure à ta nord, solitude, cicatrice intérieure à ta nord, intérieure à ta nord, passion, cicatrice intérieure à ta nord, sauf qu'il peut, passion, cicatrice intérieure à ta nord, solitude, cicatrice intérieure à ta nord, cicatrice intérieure à ta nord, passion, sauf qu'il peut, cicatrice intérieure à ta nord, 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 passion, cicatrice intérieure à ta nord, cicatrice intérieure à ta nord, cicatrice intérieure à ta nord, passion, cicatrice intérieure à ta nord, 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 cicatrice intérieure à ta nord.